Ils sont espagnols, marocains, tunisiens, israéliens, turcs, portugais, libanais et français. Au total, 8 jeunes pousses de la mode ont investi la Canebière à Marseille à l'occasion de la 2e édition de la Maison de la Création. Cette 2e année devrait autoriser plus l'épanouissement personnel des lauréats parce que la bonne surprise de la première année, ça a été dans l'évolution personnelle, plus que dans le travail, je dois dire. En 6 semaines, on ne peut pas faire grand-chose. Sinon, leur faire prendre conscience de leurs différences, leur faire prendre conscience de leur identité, leur faire prendre conscience du potentiel unique que chacun d'entre eux représentait. Quel meilleur écrin pour ce credo que la cité phocéenne, carrefour des altérités et des civilisations depuis l'Antiquité. Cette année, on a décidé qu'il fallait aller encore plus loin. Et moi, je suis partie dans les pays pour rencontrer les instances, c'est-à-dire pour rencontrer les gens qui se font des Fashion Week, les gens qui s'occupent d'associations de créateurs, pour essayer de vraiment identifier les créateurs qui ont du talent et qui ont envie de vraiment s'intéresser à la création de leur entreprise dans leur pays et de s'exporter. Les jeunes lauréats qui sont derrière moi sont des créateurs. Ils sont devenus des chefs d'entreprise parce que leur business est florissant, en tout cas, se développe, mais ce ne sont pas des donneurs d'ordre. Hein. Nous, on ne les considère pas comme des structures de fabrication. On les considère comme une génération qui vibre, qui a une sensibilité, qui a une identité, ils ont une différence, ils ont leur culture, et qu'à partir du moment où on pourra échanger, on sera beaucoup plus riches tous. 8 lauréats Made in Méditerranée dont le talent pourrait bien mettre au rencard quelques idées reçues. On est un peu trop obnubilé, pour ne pas dire un peu trop obsédé, par tout ce qui est les pays émergents. Et que finalement, nous, pas loin de la France, pas loin de l'Europe, nous avons des pays merveilleux à qui on pourrait tendre la main, qui pourraient nous apporter des choses à nous aussi, et que finalement, le point commun, le fil rouge de tous ces pays autour de la Méditerranée, c'était quand même cette culture méditerranéenne qui est finalement le berceau de nos civilisations à nous. Et finalement, à nous tous rassemblés, nous pourrions constituer un bloc intéressant, vibrant, face peut-être à d'autres pays où les choses sont moins émotionnelles et peut-être plus techniquement moins chères. Sans embâche, l'histoire nous le rappelle, la Méditerranée dans sa plus large expression est notre berceau civilisationnel. Pour moi, la Méditerranée, c'est l'intemporalité et c'est en même temps les histoires. Tout ce que peut raconter la Méditerranée. La Méditerranée influence beaucoup ma création pour les coloris, les matières et l'ambiance. Mais pour le reste, je pioche plutôt à l'international et pas forcément à la méditerranéenne. Mon travail, c'est en quelque sorte du faux, parce que c'est une création qui ne se prend pas au sérieux. C'est une bijouterie un peu dans l'air du temps, quelque chose de très coloré, car j'ai besoin de voir les gens en couleur. C'est un peu le but que l'on s'est fixé, combiner une silhouette habillée avec un vrai état d'esprit, comme cela domine dans les pays méditerranéens. Sauf qu'à l'heure de la mondialisation, puiser dans les archives, fussent-elles millénaires, ne suffit plus. Un témoignage cette fois dans la langue de Molière. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans la partie marketing, parce que la création est pour moi très éloignée du marketing et en même temps, aujourd'hui, le marketing prend une très grande place. Par rapport au programme, ça m'intéresse vraiment de pouvoir communiquer avec des personnes clés de la mode, pour pouvoir échanger avec eux, leur donner mon expérience, leur raconter qu'est-ce qui se passe un peu avec moi, pour avoir un peu plus d'aide de personnes assez importantes dans le métier de la mode et j'ai vraiment envie. Une maison de la création qui est aussi un cocon.
Elle sert à les enrichir eux-mêmes, ça c'est sûr, parce qu'un créateur est très seul, hein, ça tout le monde le fait. Donc là, ils sont 8, ils sont moins seuls. Et ils échangent sur les mêmes problématiques la plupart du temps. Donc déjà, ils sont moins seuls. Ensuite, ça pourrait servir à faire bouger à l'intérieur des pays les mentalités de la filière textile et habillement qui pensent qu'en fait, un jeune créateur, il va venir les perturber dans leur travail. J'ai la chance de rencontrer des jeunes pour qui tout est espoir, tout est rêve et tout est ambition. Il n'y a rien de plus vivifiant que ça. Et c'est la partie la plus touchante, quand on a su gagner leur confiance, ils partagent avec nous leurs rêves. Et finalement, il n'y a rien de plus beau que de partager le rêve des autres. Des rêves en mode et en chiffon qui s'inscrivent comme autant de lettres d'espoir dans les ciels azuréens, témoins millénaires de tous les savoir-faire. Le mouvement, c'est le propre de Très la bon, mode, de bouger, d'accord, hein. oui, c'est vrai, changer surtout, Et changer. plus que bouger. Parce que bouger, ça peut sous-entendre une forme d'agitation un peu stérile. Tandis que... Oui, mais ce n'est pas sur laquelle nous allons nous attarder, mais changer. Oui. Un jour, le président Sarkozy avait dit dans un discours de remise de Légion d'honneur à Sonia Rykiel, en nous regardant, nous, la famille de la mode, il avait dit « Avez-vous conscience, vous les professionnels de la mode, de la chance inouïe que vous avez de pratiquer un métier pour lequel changer est une obligation impérieuse ?» Parce que moi, en politique, dès que je prononce le mot « changer » ou « changement », la pièce se vide. Et ça nous avait bien fait rire. Là, nous sommes, je pense, en une période de transition entre deux mondes, entre deux nouvelles manières de penser la mode et de faire la mode. Je pense que le monde en général change. On est en crise financière et économique depuis déjà plusieurs années. Les rapports de force de continents changent aussi, évoluent. Et on est aussi entre deux générations. Cette saison, plus encore que les saisons dernières, je suis frappé par le rajeunissement de la foule de la Fashion Week. Et aussi, évidemment, mais ça avait déjà démarré il y a quelques saisons, par l'émergence de marques nouvelles qui sont animées par de jeunes créateurs. Quand je dis jeunes, ils ont 30 ans à peu près. Hein. Ils n'ont pas 20 ans, parce que ça, c'est des bébés. Ils ont 30 ans. Et c'est vrai qu'on est en train d'assister à une fracture entre un vieux monde, entre guillemets, qui va survivre, qui va même être obligé de rudement se secouer les méninges pour trouver les moyens de séduire cette nouvelle génération tout en conservant la génération de leurs clientes habituelles, celles qui sont rentrées dans les boutiques il y a 15 ans, à peu près 20 ans, à l'époque de Tom Ford chez Gucci, à l'époque de John Galliano chez Dior, voilà, cette époque-là. Et puis, cette nouvelle génération qui arrive, qui sera, à mon avis, au point dans 2, 3 ans, 4, 5, 6 saisons, et qui est à la recherche de son identité. Et voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Moi, ça me met en joie. Ils finissent par arriver dans leur travail à un équilibre entre une créativité qu'ils maîtrisent, parce qu'aujourd'hui, une créativité exacerbée n'est pas du tout raisonnable, vu le monde et les problèmes de consommation dans le pouvoir d'achat dans lequel nous sommes, entre une créativité contrôlée, maîtrisée et leur vision, qui se traduit par une allure, plus que par des surenchères d'effets de podium et tout ça. Ce qui fait qu'effectivement, on peut appeler élégance nouvelle un équilibre entre une harmonie entre fonctionnalité, sens, créativité, couleur, proportion, prix. C'est vrai que ça peut définir une nouvelle élégance. Pour cette génération, commercial n'est pas un mot péjoratif. Ils ont été assistants, ils ont été stagiaires, ils ont été assistants dans de grandes maisons pendant quelques années. Et ils ont probablement vu les directeurs artistiques qui sont leurs aînés avoir un succès planétaire qui passait parfois par une surenchère et des excès. Et que finalement, au bout, il y avait peut-être une forme de stérilité, même si cette stérilité avait généré un succès. Très paradoxal. Alors aujourd'hui, comme tous les jeunes, ils ne veulent pas commettre les erreurs de leurs aînés. Et ils font leur métier avec raison. Ils sont presque parfois trop raisonnables, je trouve moi, parce qu'ils pourraient se lâcher un peu plus.
Mais ils savent aussi que sans vendre, il n'y a pas de durée en mode. La plus jolie robe, si elle n'est pas vendue, c'est comme si elle était moche. Alors ils ont un peu compris ça. Le marketing, c'est devenu leur complice, le complice de leur studio. Ils sont souvent à leur compte. Quelques-uns viennent de trouver le soutien de groupes financiers, mais pas tous. Et ils se sont frottés effectivement aux réalités commerciales, mais ils le font avec plus de sérénité, il me semble. Ils ont été les témoins muets d'une frénésie médiatique quand ils étaient assistants, quand ils étaient stagiaires. Ils ont vu les couturiers pour lesquels ils travaillaient prendre l'avion sur un simple coup de fil d'Anna Wintour pour aller dîner à New York, au risque de mettre en péril la soirée télé qu'ils voulaient faire avec leur boyfriend le dimanche. Et eux, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils privilégient tous leur vie privée, leur vie personnelle, et ça sous-entend un rapport un peu distancié à la médiatisation. Et ils disent en général, pour se justifier, je préfère que mes robes parlent à ma place. Je pense que cette génération est aussi accompagnée par une nouvelle génération de journalistes, par une nouvelle génération d'acheteurs et de détaillants. Donc je trouve que ça fait quand même une tribu, une famille qui va se tenir les coudes, qui va s'épauler, et je leur fais confiance.